bonsoir à chacun et bonsoir à chacune. C'est vraiment super que vous soyez là avec nous ce soir. Nous sommes 3 à avoir préparé cette conférence. Il y a Bénédicte Brice-Promptier qui est médecin et thérapeute et elle est donc basée à Reims. Il y a Martine Guiot qui est psychobiothérapeute et basée à Vincennes. Et puis moi-même, Sophie Fayet, psychobiothérapeute à Lyon. Voilà, on répondra à la fin à vos questions, mais n'hésitez pas à les noter quand elles vous viennent. Voilà, puis je laisse la parole à Martine pour l'introduction à cette conférence. Alors, le diabète, donc, c'est une maladie chronique qui est caractérisée par la présence d'excès de sucre dans le sang, qui s'appelle l'hyperglycémie. Alors, il existe le diabète de type 2, c'est quand même le plus important, il fait 92% de tous les diabètes et c'est une épidémie mondiale. Un adulte sur 2 n'est pas diagnostiqué. Et on voit que depuis 1996, qui n'est pas si loin, il y a déjà 14% de plus de diabétiques. En 2045, ils seront 700 millions. En France, en 2019, il y a 4 millions de personnes qui sont identifiées comme diabétiques, c'est-à-dire un Français sur 15. Aux États-Unis, c'est un Américain sur 10. On constate une augmentation très importante de ce diabète chez les enfants et les adolescents, alors qu'avant, on disait que ce diabète commençait à partir de 40 ans. En plus de ce diabète de type 2, on a le diabète de type 1 qui représente 6% des diabètes, qui commencent souvent chez l'enfant et l'adolescent. Et puis, dans nos recherches, ce qu'on a vu, c'est que maintenant, les scientifiques parlent de plus en plus d'un diabète de type 3. Et en fait, lui, il est en lien de cause à effet avec la maladie d'Alzheimer et une mauvaise alimentation. C'est-à-dire que quand il y a une glycémie élevée, ça déclenche une réaction biologique qui s'appelle la glycation. Et les sucres se fixent sur les protéines et sur certaines graisses. Dans le cerveau, cette glycation va créer de nouvelles structures qui vont perturber le fonctionnement cérébral et qui contribue à l'apparition d'une dégénérescence. Et donc, un diabétique quelqu'un qui a du diabète, il a malheureusement 2 fois plus de risques de développer une maladie d'Alzheimer. Les études mettent en corrélation notre changement alimentaire avec l'évolution du diabète. Au départ, en 10 000 avant Jésus-Christ, c'est pas neuf, il y avait des chasseurs-cueilleurs, l'alimentation se répartissait comme je vais vous dire, là, 10% de glucides, donc carrément pas grand-chose, 70% de lipides et 20% de protéines. Au néolithique, avec le développement de l'agriculture, la répartition devient 60 à 70% de glucides, 30 à 40% de lipides et le reste en protéines. Alors, en 1950, il y a une nouvelle révolution avec le développement de l'agriculture intensive, la nourriture industrielle et les messages en santé publique qui diabolisent le gras au profit du sucre. Et parallèlement, notre biologie, elle n'a pas beaucoup évolué et elle n'est pas faite pour cette alimentation très abondante en sucre qui est disponible toute l'année. Alors, dans notre intervention, on va faire trois temps. On va faire un rappel, Bénédicte a le courage de faire le rappel anatomique physiologie et la définition des diabètes. Ensuite, on va faire la lecture du décodage biologique et l'accompagnement en thérapie. Et puis, on va vous donner des pistes hygiéno-diététiques. Donc là, maintenant, Bénédicte va vous parler de ce qui se passe du côté de la faculté. Du côté de la faculté, je vais déjà vous donner la définition que l'Organisation mondiale de la santé fait du diabète. Et selon l'OMS, le diabète sucré est défini comme un groupe de maladies métaboliques caractérisées par une hyperglycémie chronique de degré variable, résultant d'un défaut de sécrétion de l'insuline ou de l'action de l'insuline ou des 2 anomalies conjuguées. Donc, c'est vraiment la définition textuelle. Il résulte d'une interaction entre un terrain génétiquement modifié et un environnement regroupant plusieurs facteurs souvent intriqués.
Ce diabète est responsable d'une surmortalité, donc espérance de vie courte, et d'une morbidité lourde avec des complications dégénératives au cours de la grossesse et infectieuses. Comme on a défini le diabète, on va définir la glycémie. La glycémie qui permet de définir le taux de glucose, c'est-à-dire de sucre, dans le sang. La glycémie se fait sur prélèvement sanguin veineux à jeun. D'après les recommandations de l'OMS, la glycémie à jeun est normale lorsqu'elle est inférieure à 1,10 g par litre. C'est les anciens résultats. Maintenant, on parle de millimoles par litre, 6 millimoles par litre. On parle de diabète sucré si la glycémie à jeun après un jeûne de 8 heures est supérieure à 1,26 g, soit 7 millimoles par litre, et que cette glycémie a été vérifiée à 2 reprises. L'organe qui est lié au diabète est le pancréas. Donc, le pancréas, c'est une glande qui est près du foie, de petite taille, entre 12 et 15 cm chez l'adulte et 80 grammes environ, composé de 3 parties, la tête, le corps et la queue. Et entre la tête et le corps, il y a un isthme. Cette glande, elle a la particularité d'être autonome parce qu'elle n'est pas contrôlée par l'hypophyse comme les autres glandes de l'organisme. Au plan de sa physiologie, là c'était l'anatomie, le pancréas a 2 fonctions, une fonction exocrine et une fonction endocrine. La fonction exocrine, c'est la sécrétion d'enzymes déversées dans le duodénum et qui aident à la digestion. Une fonction endocrine qui permet la régulation de la glycémie par la production d'hormones dans le sang. Ces hormones sont sécrétées par les cellules des îlots de Langerhans du pancréas, qui est comme une tour de contrôle et qui permet l'équilibre glycémique. Parmi ces cellules des îlots de Langerhans, on a les cellules bêta, 65% de cellules bêta qui vont sécréter l'insuline, 25% de cellules alpha qui vont sécréter le glucagon, 15% de cellules delta qui vont sécréter la somatostatine. Il existe d'autres cellules, les cellules F et les cellules epsilon, qui sont moins intervenantes dans le contrôle de la glycémie. Donc, le contrôle glycémique est essentiel et il a besoin d'être précis parce qu'en fait, c'est la principale source d'énergie des cellules. Quand il y a une diminution de cette glycémie, lors d'hypoglycémie, on peut rapidement voir apparaître des troubles neurologiques et aboutir au coma ou à la mort. À l'inverse, en cas d'excès prolongé, comme dans les diabètes sucrés, le sucre devient un véritable poison pour les organes, les reins, les yeux, les vaisseaux. Alors, l'insuline. L'insuline a un effet important sur le métabolisme des glucides, des lipides et des protéines, en favorisant l'absorption du glucose présent dans le sang par les cellules adipeuses, qu'on appelle adipocytes, les cellules du foie, qu'on appelle hépatocytes, et les cellules des muscles squelettiques. Quand il n'est pas utilisé dans l'instant, il est transformé en glycogène ou en triglycérides, voire en glycogène et en trigly, les deux à la fois, par le foie. Alors, le rôle de l'insuline, c'est comme une clé qui permet d'ouvrir les cellules afin que le glucose rentre dans la cellule qui a besoin de sucre comme énergie. Donc, on dit de l'insuline qu'elle a un effet hypoglycémiant, elle baisse le taux de glucose dans le sang, mais on pourrait peut-être mieux dire que l'insuline est sécrétée en fonction de l'état nutritionnel et de l'activité physique. Alors, après les repas, sous l'influence de l'élévation de la glycémie, mais aussi sous l'influence directe de la présence des aliments dans le tube digestif, la sécrétion d'insuline est stimulée, ce qui permet le stockage du glucose, qui est le produit final de la digestion des aliments glucidiques. Par exemple, le fructose se transforme en glucose. Comme on avait l'insuline, voilà le glucagon, qui, à l'opposé, est une hormone hyperglycémiante. Donc, elle provoque, cette hormone, une augmentation de la quantité de sucre dans le sang. Elle agit principalement sur le foie en provoquant une glycogénolyse, c'est-à-dire elle va libérer du glucose à partir du glycogène.
Les lieux de stockage du sucre ou glucose sont les muscles squelettiques, le tissu adipeux et le foie. On a vu sous forme de glycogène. Maintenant qu'on a vu la glycémie, le pancréas, on va aborder les types de diabète. Et les deux types de diabète les plus rencontrés sont les diabètes de type 1 et le type 2, qui représentent plus de 90% des cas de diabète. Il existe d'autres causes de diabète, dont le diabète gestationnel, pendant la grossesse, les diabètes spécifiques. Je ne vous les cite pas, les cancers, hémochromatose, diabète, voilà, il y en a un certain nombre. En ce qui concerne le diabète de type 1, la physiopathologie de ce diabète, c'est que les cellules bêta-pancréatiques des îlots de Langerhans sont détruites par des réactions auto-immunes, ce qui aboutit à un déficit de la sécrétion de l'insuline. Les autres cellules du pancréas endocrine ne sont pas touchées, en particulier les cellules alpha qui sécrètent le glucagon. Les cellules, foie, tissus graisseux, adipocytes, muscles, par manque d'insuline, ne peuvent pas s'ouvrir et prendre le sucre dont elles ont besoin. Alors, quels sont les signes cliniques du diabète de type 1? Déjà, il y a l'âge de survenue qui est important. C'est chez l'enfant, chez l'adolescent. Un critère, c'est l'apparition brutale de fatigue, de soif intense. C'est quelqu'un qui va uriner beaucoup et qui perd du poids. Et ultérieurement, il y aura des complications, altération des vaisseaux sanguins, AVC, néphropathie, problèmes hépatiques, beaucoup de complications à terme si ça n'était pas traité. Le diagnostic pour le diabète de type 1, c'est exclusivement la recherche d'auto-anticorps pancréatiques spécifiques qui permet de confirmer le diagnostic de cette maladie auto-immune, avec les anticorps GAD, anticorps antiacide glutamique décarboxylase, anticorps antiprotéine tyrosine phosphatase, IA2, les anticorps anti-Langerhans et d'autres anticorps, les anticorps antitransporteurs du zinc 8, ZNT8. Le diabète de type 2, sa physiopathologie, elle est complètement différente. Les cellules bêta du pancréas sont toujours présentes, mais il y a un déficit relatif de sécrétion de l'insuline. On parle d'insulinopénie. Et en même temps, les cellules cibles, qui sont le foie, les muscles, le tissu adipeux, développent une insulinorésistance, c'est-à-dire qu'elles sont moins sensibles et elles ne s'ouvrent pas. Le nombre de récepteurs à leur surface diminue. L'insulinorésistance fatigue les cellules bêta de manière lente et progressive. Et si le patient est pris en charge suffisamment tôt, ce phénomène est réversible. Les signes cliniques du diabète de type 2, c'est un diabète qui se développe lentement, plutôt à l'âge adulte, chez les personnes en surpoids. Longtemps, l'hyperglycémie est asymptomatique et on la découvre fortuitement lors de prises de sang ou lors de complications ou lors de la découverte de sucre dans les urines, une glycosurie. Le diabète de type 2 provoque également des complications microvasculaires au niveau de la rétine, au niveau du rein, au niveau des nerfs et macrovasculaires, infarctus, accident vasculaire cérébral, artérite. Le diagnostic de ce diabète de type 2 se fait par la glycémie veineuse à jeun. Les conditions de prélèvement sont extrêmement importantes et la recherche de sucre dans les urines ou glycosurie. Et pour la surveillance, le suivi, ce sera le dosage de l'hémoglobine glyquée HbA1c qui est le reflet de la glycémie sur les 2 ou 3 mois précédents. Alors, j'aborde les règles hygiéno-diététiques qui sont importantes à mettre en route avant la mise en route d'une thérapeutique médicamenteuse, sauf quand on est dans l'urgence, comme un diabète de type 1. Ça comporte l'activité physique et sportive, les modifications thérapeutiques du mode de vie, c'est-à-dire un apport calorique adapté au poids, en cas de surcharge pondérale, perdre un régime hypocalorique, éviter les sucres d'absorption rapide, pas de grignotage, et la répartition suivante
pour les 3 repas journaliers est toujours de 50% de glucides, lipides 30%, protides 20%. Et les glucides, c'est 50% de glucides. On demande de limiter les sucres purs sans les diaboliser, le sucre, les bonbons, le miel, confiture, boissons sucrées. Et on conseille de prendre les glucides au sein d'un repas mixte afin qu'ils soient mieux absorbés et afin de diminuer le pic postprandial d'hyperglycémie. Et on privilégie aussi les aliments à index glycémique bas, tels que les pâtes, légumes secs, céréales et pains complets. Tout ceci avant la mise en route du traitement médical que nous ne développerons pas ici. Et maintenant, je vais passer la main à Martine. Pour parler un petit peu donc du décodage biologique du diabète, c'est-à-dire de à quoi ça sert l'hyperglycémie. Le sucre, c'est un carburant pour les muscles. Et en gardant un taux élevé de sucre dans le sang, mon organisme se trouve de ce fait bien prêt à réaliser des efforts musculaires intenses, prolongés. Je peux résister pendant très longtemps. Donc, le conflit biologique de l'hyperglycémie du diabète est donc la résistance. Pour le diabète de type 1, donc celui qui concerne principalement les enfants, les cellules bêta à insuline du pancréas sont détruites par les anticorps. C'est une maladie auto-immune. Le besoin biologique est que je dois être prêt à tout moment face à un stress intense et prolongé à agir, à résister, à survivre en ayant à disposition le sucre dans le sang. La peur est là et très très présente. Dans le comportement, ces sujets, jeunes le plus souvent, ont tendance à être prêts à l'action sans passer à l'action. Pour le diabète de type 2, les cellules résistent à l'insuline, ne prennent pas le sucre dans les cellules. Soit les cellules n'ont pas assez de sucre, soit déjà elles en sont gorgées et ne peuvent plus en absorber selon les hypothèses actuelles. Le besoin est de résister à l'amour, se fermer à l'amour, car l'amour et la tendresse, la douceur sont dangereux pour ce patient. Par exemple, quand maman m'aime, elle me fait ensuite des reproches ou elle me le fait payer durement. Et c'est pareil dans les situations d'inceste. Il y a aussi de la répugnance, quelque chose qui dégoûte, le viol, l'alcoolisme. Je résiste à ce monde répugnant et dangereux, à cette famille, etc., etc. Le diabète revient à un conflit de résistance à tout, au travail du thérapeute, à la bienveillance du thérapeute. Bref, c'est compliqué. Une sorte de paranoïa dans la biologie. Il faut du temps pour installer la confiance et le changement d'une croyance. Alors, quels sont les prédicats, c'est-à-dire les mots utilisés, qui sont les reflets de nos déséquilibres biologiques? Alors, qu'est-ce qu'on retrouve? On retrouve ces mots souvent: résister, ne pas céder, refus d'obéir, tenir le coup, s'opposer, lutter, la ténacité, coûte que coûte, tenir sur ses positions. Et là, on voit les syndicalistes, les résistants. Est-ce que ces prédicats vous parlent? Alors maintenant, je vais vous donner des pistes et des exemples sur le diabète. Le sucre, donc, vous avez bien vu que ça permet de résister notamment au froid réel ou bien symbolique. Par exemple, l'exposition au froid dans un très grand stress, on peut penser au front russe, peut-être l'ukrainien aussi, mais enfin, ou l'accompagnement d'une personne en fin de vie qui nous confronte au froid de sa mort, peuvent être des mémoires déclenchant un diabète. Cherchez dans notre histoire qui c'est qui a bien pu vivre ça. Le sucre permet aussi de résister à un effort physique intense. Gérard Attias nous raconte une histoire d'une femme qui consulte parce qu'elle a un diabète de type 1. Et là, en fait, ils arrivent à découvrir dans la consultation son programme biologique de survie. Pour elle, vivre, c'est tenir le coup. Il faut résister. Et en remontant dans son histoire, voilà sur quoi on tombe, enfin sur quoi il tombe. Son père était un alpiniste, ou délice de la montagne. Il se raccroche de toutes ses forces à la paroi.
il reste plusieurs heures en équilibre sur un seul pied jusqu'à l'arrivée des secours. Et donc, il a fallu pour lui résister musculairement. Et là, c'est grâce au glucose libéré par ses hormones pour ne pas lâcher, pour tenir le coup et rester vivant. Et ça a marché, mais c'est sa fille qui va développer le diabète. Une autre piste, c'est que le sucre permet d'être prêt à agir face au danger. Alors, on va raconter une autre histoire, un petit garçon qui lui est puni. Il se retrouve enfermé dans le garage où il y a des rats. Il a peur de se faire attaquer et lui, il se tient prêt à résister face à ce qui le réprime. Et donc, il va déclencher un diabète de type 1. Le sucre symbolise aussi la douceur et l'amour. Si l'amour a été vécu comme dangereux, par exemple, un parent envahissant ou manipulateur ou toxique, un climat incestueux ou incestuel, là, il se dit que je dois résister. J'ai décidé de refuser l'amour de mes parents. Ma solution biologique, ça va être de détruire les récepteurs à l'insuline de mes membranes cellulaires pour ne plus laisser rentrer le sucre dans mes cellules. C'est l'une des causes du diabète de type 2. Si l'amour a été vécu comme absent ou insuffisant, par exemple un parent absent ou décédé, un divorce, une maison coupée en deux, qui est en hébreu d'ailleurs l'étymologie du mot diabète. À ce moment-là, je me sens exclue dans une très grande solitude. Ma solution biologique, c'est de faire des réserves de sucre dans mon organisme à moi. Selon Salomon Selam, le sucre peut être là pour nourrir symboliquement mes proches qui ont besoin d'énergie. Et donc, lui, il parle par exemple de quelqu'un qui accompagne un mourant et des mémoires de jumeaux perdus et de gisants. Donc, vous reconnaissez Salomon Selam. Le sucre permet aussi de tenir le coup dans un climat malsain et dégueulasse. Par exemple, au travail, on me change de poste. Je ne l'accepte pas. Je dois me défendre quotidiennement pour faire valoir mes droits. Je ne peux rien faire. Il faut que je tienne le coup dans ce climat malsain. Et puis, le sucre permet aussi de nourrir mes neurones quand je cogite à plein régime pour trouver des solutions. Alors, comment est-ce qu'on va travailler en décodage biologique avec une personne atteinte de diabète? Le thérapeute doit bien comprendre la structure d'une personne diabétique, parce que ça, pour nous, ce n'est pas très facile. C'est une personne qui est très douée pour la résistance, vous l'avez compris, très douée pour contester. Elle a toujours des arguments pour résister au thérapeute, à la pédagogie, à la transmission du savoir externe. Elle va faire exactement l'inverse de ce qu'on lui dit. Elle a du mal à passer à l'action, sans en avoir conscience, bien sûr. C'est ça le problème. Donc, le thérapeute peut être vu aussi comme une autorité méchante. Et donc, ce patient, cette patiente va peut-être être dans la résistance au changement, ce qui va être un conflit verrouillant des reins. Je résiste à ce monde répugnant et dangereux, à cette famille, ça, c'est sa solution. Le thérapeute doit être conscient de ce qui vient toucher chez lui le comportement de ce patient, le contre-transfert qui est possible. Donc, lutter contre le patient, tenir sur ses positions, faire se sentir impuissant ou dans la résistance face à la résistance du patient. Il est souvent difficile de trouver les moments déclenchants et les programmants dans l'histoire du patient, d'où l'importance d'axer notre travail sur la structure dans son quotidien. Alors, on va définir son objectif. On a le choix, ça peut être stabiliser le diabète, accepter le changement alimentaire, mieux vivre sa maladie, apaiser ses peurs du futur. Peur du futur, ça va être par exemple, je vais peut-être me retrouver aveugle, ou je vais peut-être être amputée, ou peut-être que mes reins vont être détruits. Ça donne des très grandes peurs. Et on va décliner des micro-objectifs pour l'aider à passer à l'action, parce que si on fait le paquet de gentil en une seule fois, en une seule séance, là, ça ne va pas le faire. On va travailler sur le diagnostic et le conflit possible. Comment, monsieur ou madame, avez-vous vécu l'annonce de votre diabète?
On va faire de la psychopédagogie, de son fonctionnement de résistance, pour abaisser la réactivité du patient et l'apprivoiser. Alors, on va pouvoir utiliser la symbolique, ou en tout cas la métaphore du bras de fer. On va l'aider à résister à sa résistance. Et on va transformer en persévérance cette résistance. On va travailler aussi sur l'identité. Je suis diabétique, on va le transformer en je suis moi et j'ai du diabète. Et ça va l'aider à créer de l'espoir. On va travailler sur la peur. Je suis toujours prêt à affronter le danger et le danger est partout. Puis la double contrainte, c'est j'aimerais agir et je ne peux pas agir. On va l'aider à sortir de la peur permanente, par exemple du pronostic de la maladie, de l'évolution de la maladie, qui lui fait faire de multiples examens. On va toujours le ramener dans le présent pour trouver de la sécurité et accepter la réalité du monde tel qu'il est. On va travailler sur la douceur. On va travailler sur ce qui est dégoûtant dans son quotidien. Par exemple, manger de la graisse. Et il faut faire attention, bien sûr, à ceux qui ne digèrent pas la graisse, ça c'est un autre problème. On va travailler sur ce qui déclenche sa résistance. Comment vivez-vous le dosage de votre traitement, l'insuline et les antidiabétiques oraux? Que dois-je moduler en fonction de mon alimentation et de ma pratique sportive? Comment est-ce que vous vivez le suivi? De faire des tests réguliers, de dépendre d'une machine, faire des prises de sang quotidiennes, ne pas voir le résultat tout de suite, voir son sang, tout ça, c'est des choses importantes à évoquer. Est-ce qu'il a des freins à la modification alimentaire? Vous vous rappelez qu'il est résistant au changement. Alors, quand on lui demande de modifier son alimentation, ça peut bien résister. Se séparer des sucres sucrés, de la bière, des céréales, du gluten, quel est le plaisir dont on ne veut pas se séparer? Les céréales, les graines, le sucre par rapport au plaisir, la douceur. Le sucre, c'est plus addictif que la cocaïne. Donc, ça montre le chantier. Donc, est-ce qu'il est aussi résistant à faire attention à lui? On va travailler sur les autodéclenchants qui sont très présents. On va essayer d'aller explorer s'il y a des croyances qui empêchent le changement. Par exemple, les croyances sur les graisses, parce qu'on a vu que ce serait ça qu'il faudrait un petit peu améliorer. Manger de la graisse, ça me dégoûte. Ces croyances sur la vitamine D, sur le magnésium. Les croyances sur le fait de bouger plus, de faire plus de sport. Les croyances sur respecter le sommeil. Et puis, on peut faire des protocoles, comme le protocole des 2 planètes, pour initier le changement, pour initier le fait de bouger. Est-ce qu'il y a des liens aux régimes multiples et variés? C'est quoi pour lui un régime? Si par exemple, ça le fait penser à un régime de Vichy, évidemment, il va falloir travailler ça. Et enfin, on va pouvoir avoir du décodage biologique dans le transgénérationnel. Donc, à quel moment il y a eu un ancêtre qui a vécu un stress intense, qui a eu peut-être un mort de froid dans la lignée. Donc, je vais laisser maintenant la parole à Sophie, qui va vous illustrer une personne atteinte de résistance à l'insuline. Effectivement, on n'a pas eu l'occasion dans nos pratiques de travailler avec une personne atteinte de diabète, mais moi j'ai eu l'occasion de travailler avec une personne atteinte de résistance à l'insuline. Donc effectivement, le stade avant le diabète de type 2. Donc c'est une femme de 56 ans et qui vient consulter parce qu'elle a un diagnostic de résistance à l'insuline. Son histoire, en tout cas sur le plan médical, en lien avec le sucre, c'est qu'elle a, à l'âge de 20 ans, un diagnostic qui est fait de hyperinsulinisme. L'hyperinsulinisme, c'est en fait quand elle ingère du sucre, c'est une trop grande quantité d'insuline qui est sécrétée et qui fait qu'effectivement, par ce mécanisme-là, énormément d'insuline est sécrétée, donc fait rentrer le sucre très rapidement dans les cellules, ce qui entraîne une hypoglycémie en réaction et qui fait qu'effectivement derrière, comme elle est en hypoglycémie, elle recommence à avoir besoin de manger du sucre. Donc c'est vraiment un cercle vicieux
qui peut effectivement à terme voilà, léser les cellules. Et donc là, le décodage biologique de l'hyperinsulinisme, c'est j'ai besoin de beaucoup de sucre en permanence. À ce moment-là, à l'âge de 20 ans, après ce diagnostic, on lui prescrit un régime alimentaire, voilà, pour perdre du poids, mais sans suivi particulier par ailleurs, sans quoi que ce soit comme thérapie. Et puis à l'âge de 56 ans, eh ben, elle vient consulter en cabinet avec le décodage biologique qu'elle a découvert. Là, donc ses symptômes, c'est elle est en surpoids, elle grignote, elle est très addictive au sucre, hein, donc elle grignote un peu toute la journée du sucre, et en même temps, elle est fatiguée, elle manque d'énergie, elle a des plaies au niveau des doigts qui cicatrisent pas, elle a des œdèmes, et puis elle a la sensation d'être un peu, elle se sent un peu un ressenti d'être saturée un peu en sucre. Sa glycémie est à la limite de la normale. Et puis, il y a donc cet antécédent d'hyperinsulinisme. Et donc, là, son objectif, c'est diminuer l'addiction au sucre. Parallèlement, on a parlé tout à l'heure effectivement de ce besoin de résister dans la dimension du diabète. Là, parallèlement, dans son comportement, se manifeste une nécessité vitale de résister. De résister, elle vient pendant la période du Covid, pendant la période du deuxième confinement, où on commence à voir où il y a effectivement le pass sanitaire, porter le masque, faire une attestation anti-Covid. Et tout ça, elle est vraiment en résistance par rapport à ça. Ça la met presque en rage et en fait, elle a vraiment envie de résister. Donc, on voit il y a à la fois au niveau biologique, mais aussi au niveau du comportement où il y a ce mécanisme en résonance avec le sucre. Donc là, le travail que je fais avec elle est centré d'abord, puisque son objectif, c'est diminuer l'addiction au sucre, donc d'abord, effectivement, sur la relation au sucre, sur qu'est-ce que ça vient dire pour elle, le sucre, comment elle à quel moment elle le mange dans sa journée, qu'est-ce qui s'est passé juste avant, qu'est-ce que ça vient faire le sucre. Et effectivement, elle prend conscience que la douceur du sucre vient vraiment compenser, vient consoler par rapport à du stress ou par rapport à des émotions qu'elle ressent. Et donc, elle a besoin tellement de cette consolation que ses cellules en sont saturées. Alors, deuxième travail, effectivement, c'est que le sucre, de manière symbolique, ça peut la mettre en lien avec quoi. Et du coup, la dimension de symboliquement, le sucre, c'est équivalent à la douceur de maman. Et donc, on travaille sur la relation à sa mère. Et voilà, tout ce qu'elle a vécu quand elle était petite, de manque d'attention, manque de présence d'une mère qui est dépressive, donc qui est là à faire tout ce qu'il y a à faire dans la maison, mais qui n'est pas là psychiquement et qui n'est pas là pour cet enfant. Et donc, cette absence, ce manque d'attention a structuré toute son enfance avec la notion de « j'ai besoin de beaucoup d'amour, mais que je n'ai pas et que je recherche en permanence ». Autre axe, effectivement, de travail avec elle, c'est sur sa relation à elle-même, c'est-à-dire prendre soin de son enfant intérieur. C'est vrai que c'est un fait que sa mère, effectivement, ne lui a pas donné d'amour. Donc, c'est comment travailler avec elle en allant rencontrer cette petite fille qui a vécu du manque, qui n'a pas eu l'amour de sa maman, et peut-être effectivement faire ce qu'on appelle un reparentage, c'est-à-dire aller la rencontrer et lui donner, elle, l'adulte, l'amour à cette petite fille, donc l'amour qu'elle n'a pas reçu. Et puis, il y a aussi, alors c'est difficile, encore une fois, comme c'est une structure, c'est un climat, c'est difficile de trouver des déclenchants, des programmants, parce que elle disait, c'est un peu toute mon enfance, ça. Donc en fait, j'ai identifié des moments clés, effectivement des moments importants où elle sent vraiment que là, l'enfant ne reçoit pas l'amour attendu. Et puis, pour accueillir ses ressentis à ce moment-là, et encore une fois, faire ce protocole de reparentage, c'est-à-dire qu'elle aille rencontrer cette petite fille qui n'a pas reçu d'amour et lui donner elle-même cet amour à cette part d'elle qui a été blessée. Et donc aussi, lui proposer régulièrement d'être attentive à ce manque d'amour qu'elle peut ressentir dans son quotidien en prenant conscience que c'est peut-être cette petite fille-là
qui est en train de se manifester et qu'elle puisse dans son quotidien aller aussi prendre soin de cette petite fille. Parallèlement, sur un plan plus transgénérationnel, elle prend conscience que dans la période du Covid, on est en lien avec une période avec la Deuxième Guerre mondiale. Emmanuel Macron l'a dit, hein, nous sommes en guerre et effectivement, il y a vraiment une mémoire de Deuxième Guerre mondiale. Et donc, elle prend conscience à cette évocation-là qu'effectivement, il y a les résistances ou peut-être un manque de résistance dans son histoire transgénérationnelle. Sa grand-mère est identifiée comme collabo à la fin de la Deuxième Guerre mondiale. Et en fait, cette découverte-là, cette prise de conscience-là, qu'effectivement sa grand-mère n'a pas résisté, lui a procuré énormément d'émotions. Et elle a pris conscience qu'effectivement, elle, il fallait qu'elle répare ce qu'avait fait sa grand-mère et qu'il fallait qu'elle résiste à la place de sa grand-mère. Donc, elle a pu lâcher cette mémoire et aller vers la guérison. Alors, parallèlement à ça, par rapport à tout ce travail thérapeutique, elle a de son côté, parce qu'elle avait très peur du diabète, fait un régime cétogène, donc où elle a supprimé une grosse partie des sucres, des glucides, et plutôt privilégié une alimentation en graisse. Et là, en 3 semaines, elle a perdu 8 kilos, elle a perdu ses œdèmes, elle a arrêté de grignoter du sucre et ses plaies au niveau des mains ont cicatrisé. Et donc, après 3 mois de ce travail et après elle-même, c'est aussi son travail personnel de reparentage et puis son régime alimentaire, elle a pu aller vers la guérison avec une glycémie qui avait diminué, une hémoglobine glyquée qui était normale et donc elle a continué à être attentive à son alimentation. Donc voilà un peu un exemple d'un travail qu'on peut faire avec une personne là atteinte de résistance à l'insuline. En dernier lieu, ce travail sur le diabète nous a fait découvrir des auteurs qui remettent un peu en question l'alimentation avec des glucides, ou en tout cas nous proposent d'autres pistes alimentaires pour le diabète et pour la prévention de l'inflammation dans le corps. Bien sûr qu'on n'est pas nutritionniste ou diététicienne ou naturopathe, c'est plutôt pour on avait envie de vous le partager pour notre culture générale, et puis que quelquefois les patients ils sont des chercheurs et arrivent aussi avec ce type de régime-là, donc on souhaitait vous le partager. Donc c'est plusieurs auteurs qui remettent en question l'apport des glucides dans l'alimentation ou la manière de la répartir dans la journée et dans l'organisation de nos repas. Alors, bien évidemment, si vous êtes diabétique ou vous avez une maladie chronique, ces pistes dont je vais vous parler sont abordées avec votre médecin. Il y a quelqu'un qui s'appelle Jessie Inchauspé, qui est une biologiste qui a écrit un livre qui s'appelle « Votre glucose révolution ». Elle est assez présente sur les réseaux sociaux, elle a un compte Instagram, elle a été pas mal interviewée effectivement en radio, en télé. Et en fait, elle a vraiment pu étudier sur elle-même les variations de sa glycémie en fonction de son alimentation. Elle avait un petit boîtier qu'elle avait sur elle et qui montrait effectivement sa glycémie tout au long de sa journée en fonction de ce qu'elle ingérait. Donc, elle a fait plein d'expériences. Et en fait, elle a vraiment montré l'intérêt en fait, de maîtriser sa glycémie pour les diabétiques comme pour les non-diabétiques tout au long de la journée. Et l'idée, c'est vraiment d'éviter les pics de glycémie, qui permet effectivement de diminuer en fait, le stress et l'inflammation à l'intérieur du corps quand on évite effectivement ces pics de glycémie. Et donc, ça permet de prévenir une dégradation de la santé et notamment le diabète de type 2. Donc, elle donne plusieurs conseils pour éviter ces pics de glycémie. Je ne vais pas rentrer dans les détails, vous aurez effectivement ces coordonnées, vous pourrez aller plus spécifiquement sur Internet pour aller voir, mais les aspects très principaux, on va dire, c'est qu'il faut pour elle manger les aliments dans le bon ordre, c'est-à-dire ne jamais commencer par du sucre, mais toujours commencer par des légumes crus ou cuits, puis manger des protéines, puis manger les glucides en dernier. Un petit déjeuner toujours riche en protéines, fibres et matières grasses, et puis boire du vinaigre avant chaque repas. Une cuillère à café dans un petit verre de vinaigre, ce n'est pas forcément super agréable, mais en tout cas, ça permet d'éviter l'envie de sucre et les fringales dans la journée. Ensuite, une autre personne qui s'appelle David Perlmutter, qui est un neurologue et un nutritionniste américain, qui a écrit un livre qui s'appelle « Ces glucides qui menacent notre cerveau ».
Et lui, il partage dans ce livre son expérience en tant que neurologue et nutritionniste de patients qui sont atteints de maladies cérébrales ou de dépression grave ou de tempérament hyperactif ou de troubles de l'attention. Et par ricochet, il parle aussi de cette dimension de prévention du diabète de type 2. Et lui, il propose effectivement un programme pour pouvoir aller vers un régime pauvre en glucides, qui est plutôt autour de 30-40 grammes par jour, par rapport aux 50-60 grammes qu'on avait vu dans la diète habituelle qui est conseillée pour les personnes atteintes de diabète. Surtout riche en graisse, voilà, avec des bonnes graisses, c'est-à-dire des huiles d'olive, des huiles de colza, des huiles de lin, enfin des bonnes graisses, du bon beurre, de la bonne crème, si on n'est pas intolérant au lactose. Et puis des fruits à faible teneur en sucre. Et puis beaucoup de protéines. Et puis, il met vraiment un gros plan sur l'activité physique et sur une attention particulière au sommeil aussi. Donc ça, c'est un peu son programme qui entraîne un regain d'énergie, une perte de poids, une diminution de l'inflammation et puis des idées plus claires. Et puis en dernier, il y a le régime cétogène. Donc, je vous parlais de cette patiente qui avait suivi le régime cétogène pour sa résistance à l'insuline. C'est un régime, un principe qui a été étudié à partir de 1921. Donc, ce n'est pas tout jeune. Et notamment, ce régime a été mis en place pour au départ diminuer les crises d'épilepsie chez les enfants. Et puis ensuite, il a été adapté par plusieurs médecins et chercheurs américains et sud-africains pour les personnes atteintes de diabète, de cancer, d'obésité. Et donc là, les principes sont un peu les mêmes. C'est surtout diminuer fortement l'apport aux glucides. Et là, c'est vraiment pour permettre, en fait, pour pousser le foie, au lieu d'emmagasiner des glucides, de plutôt, en absence de glucides, de fabriquer ce qu'on appelle des cétones à partir des matières grasses. Et donc, ces cétones sont utilisées comme le sucre, à la place du sucre, comme source d'énergie par le corps. Et donc, il y a diminué l'apport de glucides. Parallèlement, pour justement pouvoir fabriquer ces cétones, c'est augmenter l'apport en bonne graisse et maintenir une consommation de protéines peu élevée, et puis avec un grand principe qui est d'oublier complètement de calculer les calories. Et donc là, le corps se met ce qu'on appelle en cétose nutritionnelle, c'est-à-dire qu'il utilise les graisses pour fabriquer du carburant. Et il y a vraiment une attention à porter à cette transition quand le corps se met en cétose nutritionnelle, parce que ça implique, un peu comme le jeûne, des signes de détoxination, de transformation, avec des signes qui peuvent être un peu pénibles. Donc, c'est important de se faire accompagner ou d'être conscient de tout, de ce qu'on peut avoir comme effet secondaire lors de cette cétose nutritionnelle. Voilà quelques éléments complémentaires qui peuvent être utiles, ou en tout cas utile à savoir déjà pour notre propre santé à nous, et puis pour les patients qui viennent vous voir s'ils ont ce type de questions-là. Voilà, on arrive à la fin de cette conférence. Je laisse Martine peut-être faire la conclusion. La conclusion, ça va être un petit peu le récapitulatif des 4 points qui ont été soulignés là dans ce travail. C'est qu'il faut initier et stimuler les changements nécessaires des croyances limitantes des patients. Il faut essayer de lâcher les anciens repères addictifs comme le sucre. Qu'il est important de répéter les ponts vers un futur novateur. Et enfin, que le but de la thérapie, c'est d'aider le patient à passer à l'action, à agir et à transformer sa résistance en persévérance. Voilà notre travail. On peut peut-être voir si des questions ont émergé ou pas. Alors, Isabelle, j'ai une question. Côté auto-immun du diabète, parce que dans la phrase conflictuelle de la maladie auto-immune, il y a « je ne peux vivre qu'à condition de ». Alors, pour ces personnes, quelle serait la condition pour que la vie continue? Quel est le processus? Je ne peux vivre qu'à condition de résister. Ah, de résister. Okay. C'est résister, ça permet de survivre en fait. Donc, effectivement, je ne peux vivre qu'à condition de résister. Donc, trouver le moment où effectivement ça a été vital. Comme c'est souvent, donc ces maladies auto-immunes, elles commencent au moment de l'enfance.
général vers 6-7 ans, on peut voir ça par rapport aux parents. L'enfant peut être le reflet de la thématique de ses parents. Donc, quand on parle de « je ne peux vivre qu'à condition de résister », ce n'est pas forcément l'histoire du gamin, ça peut être celle de son papa ou de sa maman. Merci. Donc, on a mis un certain temps, toutes les trois, pour trouver sur ce mot « résistance », puisque là, vous l'avez entendu je ne sais combien de fois pendant la conférence, comment est-ce qu'on pouvait vraiment ouvrir ce mot-là, et quand on est tombé sur le mot « persévérance », ça nous a bien plu, et ça va être ça, peut-être le message à suggérer à ceux ou cette patiente. En tout cas, de ça, c'est de comprendre vraiment la structure, que ce n'est pas un petit symptôme comme ça, c'est vraiment une structure, et donc il faut travailler sur la structure sans avoir l'illusion qu'on va tomber en premier sur les programmants, mais rien que l'étude de la vie quotidienne, déjà, on a un travail énorme et qui va faire avancer le schmilblick. Oui, puis vraiment, enfin, c'est certainement évident, mais c'est pas mal de le redire encore, c'est que effectivement, ce mécanisme et cette structure de résistance, bien évidemment, ça lui sert. C'est utile, c'est bien, elle s'est mise en place, cette structure, parce qu'à un moment, ça lui a rendu service, que c'était, et dans une dimension vitale. Et donc, ça veut dire que si on résiste, derrière, c'est qu'il y a vraiment eu beaucoup de peur. Donc, c'est normal de résister. Donc, aussi, c'est aussi petit à petit toucher du doigt avec lui, voilà, c'est les peurs profondes qu'il peut avoir, les peurs par rapport au thérapeute. Mais ouais, je crois que c'est vraiment très utile de sentir que ça rend service, et que c'est à partir de là qu'on peut peut-être aborder aussi son symptôme. Bon, je ne sais pas s'il y a d'autres questions ou d'autres témoignages ou commentaires. Bon, ben merci beaucoup. Et un grand merci à tous, à toutes. Merci beaucoup. Et surtout un grand merci à vous trois pour ce beau travail. Merci beaucoup de nous avoir écoutés. Merci d'avoir participé.